que j'y Bon, termine. eh bien, mesdames, je vais commencer quand même petit à petit le webinaire, au moins à donner les instructions préliminaires, comme on dit, et puis les autres participantes vont se joindre à nous petit à petit. Donc, bon, moi, je m'appelle Christine Marlet, vous me connaissez peut-être déjà ou pas encore, mais en tous les cas, je travaille dans le Global Women Hub, qui est justement une association sans but lucratif à dimension internationale de droit belge. Et notre vision de ce hub, c'est de réinventer l'égalité homme-femme en les rendant plus forts ensemble. Donc, nous voulons aller au-delà de la parité vers la synergie. Et notre mission, c'est de mettre en branle une synergie en action, en fait, hein. Donc, de faire que la collaboration dans l'agenda de l'égalité devienne un puissant moteur de changement. Ensuite, les objectifs sont très clairs aussi, c'est de développer un hub de recherche et d'analyse, de développer un hub de formation, de promouvoir la synergie au travail, hein, donc l'intégration vie privée, vie professionnelle, promouvoir la synergie dans la vie privée, hein, où il y a aussi une collaboration dans le couple, et en fait promouvoir des politiques spécifiques telles que les femmes dans les carrières scientifiques, les femmes dans le leadership et les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un but spécifique qui est l'entrepreneuriat féminin et surtout vendre. Quand on entreprend, on vend un service, on vend un produit. Et donc, ce n'est pas la tasse de thé de la plupart des femmes que de vendre. Pourtant, j'ai ici avec moi deux femmes exceptionnelles, donc vous avez vraiment beaucoup de chance de les écouter. C'est vrai, je le pense, hein, ce n'est pas une chose, qui sont réellement des vendeuses et qui savent ce que ça veut dire faire du chiffre en alignement complet avec soi-même. Hmm. Donc, nous avons d'abord Céline Monnier-Gillette, que vous voyez ici aussi, Bonsoir. qui, voilà, et qui, elle, a dirigé plusieurs entreprises de vente directe avec des chiffres allant de 30 millions à 450 millions d'euros. Elle a géré plus de 10 000 vendeurs et plus de 1000 salariés en 10 ans, ce qui est extraordinaire. Et donc, elle a mis sur pied des réseaux de vente directe avec nécessairement des femmes et elle a acquis une grande expérience avec ces femmes dans la vente directe qui les a libérées, les a rendues plus libres et a changé complètement leur vie. Donc, ça, c'est pour Céline. Et alors, Muriel, ici, que vous voyez, qui est docteur, elle, en coaching d'affaires, et qui est classée parmi les 15 meilleurs coachs de Paris en 2023. Et elle a créé le Love Closing. Alors moi, quand je voyais Love Closing, quand je voyais son profil sur LinkedIn, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ce Love Closing? Je ne savais même pas, je me dis, c'est encore un truc. Et alors finalement, je me suis rendu compte, une fois qu'on m'a expliqué, que c'est une méthode unique qui apprend aux femmes à vendre de manière éthique et alignée, hein, en, en honorant leur féminité et leurs valeurs. Parce que nous, on n'aime pas vendre un produit et on n'ose pas non plus demander un prix trop élevé. Et puis, de toute façon, on dit, mais ne te tracasse pas, je te donne une partie gratuite. Bref, on a tout raté. Et donc, conclusion, elle apprend à faire ça. Et toutes les deux, aujourd'hui, vont vous partager leur expérience, leur, que, que je vous encourage à mettre en pratique ensuite. Alors, ce webinaire sera enregistré, hein, pour pouvoir aussi la faire partager sur YouTube et sur LinkedIn et pour permettre à d'autres de les écouter. Voilà, Muriel, je te laisse mener la danse. Oh, merci beaucoup Christine pour cette présentation. Merci Amina, Viviane et Anne-Catherine pour votre présence et surtout merci à ma consoeur Céline qui va certainement combler mes manquements
dans ce qu'on va développer. Donc, la thématique, c'est et si la vente vous révélait, et c'est vraiment, en fait, en tout cas, cette magie que j'aime apporter dans la vie des femmes, parce que lorsqu'une femme entrepreneur vient me voir et qu'elle me dit, j'aime pas la vente, je déteste la vente, j'ose pas vendre, je comprends pas la vente, en fait, ce sont des expertes dans un domaine précis, donc le domaine de, voilà, fait qu'elles sont coach, qu'elles sont thérapeutes, qu'elles sont consultantes, qu'elles sont formatrices. Et la vente devient comme quelque chose d'extérieur, quelque chose de mystérieux, quelque chose de gênant. J'ai même eu l'occasion d'avoir des femmes qui me disent que c'est limite se vendre. Ça va loin, hein. C'est-à-dire que tu vends une prestation, une solution, mais ce process te donne l'impression de te vendre toi. Ce qui n'est pas tout à fait faux parce qu'à l'ère du branding, le soi compte. Et justement, le love closing, c'est le retour à soi. J'aime à dire, c'est apprendre à vendre avec amour. Alors oui, j'associe l'amour, c'est pour ça que j'appelle le love closing, l'amour à la vente, là où il semblerait que ça ne soit pas un domaine où l'amour règne, mais en tout cas, oui, je l'associe à l'amour, avec amour, alignement et assertivité. Ce sont vraiment, c'est la promesse en fait. J'apprends à vendre en tenant compte de ce cadre éthique, de ce cadre personnel, parce que oui, pour vendre, pour closer, en tout cas pour avoir des ventes qui se développent sereinement et de manière pérenne, tu n'as pas besoin d'avoir plus de testostérone, tu n'as pas besoin de te prendre pour un mec, tu n'as pas besoin de faire pression sur quiconque. Tu as surtout besoin de comprendre que ta vente, c'est d'abord ton ancrage, c'est d'abord, comment dirais-je, oui, c'est ton alignement en vérité. Parce que les gens, au-delà d'acheter ta solution, les gens vont acheter une relation, ils vont acheter une confiance, ils vont acheter une assurance. C'est vraiment du leadership à l'état pur. Et donc, oui, la vente peut te permettre de te révéler parce que souvent, lorsqu'on n'aime pas vendre ou qu'on ne sait pas vendre, c'est que tout simplement, on n'a pas conscience de ce qu'on fait, de qui on est, de sa valeur et que le leadership est un petit peu fragilisé. Et lorsque tout cela est consolidé, moi, j'ai accompagné plus de 800 femmes à ce jour au niveau de leur entreprise et j'ai des retours. D'ailleurs, pour la petite histoire, hein, je ne sais pas quel est le temps de parole que j'ai, je suis bavarde, donc il faut vraiment Il faut laisser, faire tu quelque dois chose. lancer la parole Voilà, à... donc voilà, juste pour la petite histoire, lorsque j'ai lancé le love closing, en fait, je ne voulais pas le terme love closing. Je trouvais que ça faisait trop cucu, justement. J'étais dans les vrais clichés. Et j'avais pensé à soft closing, puisque je me suis formée au closing pour accompagner les femmes. Elles ont trouvé que c'était un peu trop de pression, trop de manipulation. Donc, je me suis dit, OK, moi, je vais vraiment partir de ce que représente la vente pour moi, donc l'amour, et je vais leur présenter cela par ce prisme-là. Je vais tout ramener à l'amour, et ça, vraiment, ça leur a plu. Et je parlais de soft closing et je me rends compte qu'il y a une qui me dit, mais tu sais, waouh, j'apprends à aimer la vente, tu m'as appris à aimer la vente, j'aime trop, je m'éclate dans la vente et tout. Et le mot amour revenait. Et au bout d'un an, je me suis dit, ma chérie, écoute, ce ne sont pas tes mots, c'est vraiment les mots des personnes que j'accompagne. Tomber en amour de la vente. Moi, j'ai été formée par un Canadien au closing. Et donc, tomber en amour, c'est une expression canadienne. Et ben voilà, l'objectif, c'est de tomber en amour de la vente, comme tu tombes en amour de ton expertise et de cette belle aventure que tu as choisi de démarrer lorsque tu te lances dans ton entreprise. En vérité, lorsqu'on aime ce qu'on fait, ce n'est plus une pression, ce n'est plus une contrainte, c'est juste tout simplement apprécier les choses, prendre de la hauteur et de la distance et effectivement se donner les moyens de réussir. Donc c'est ça pour moi le love closing et c'est ça la vente qui te permet de se révéler à soi en fait. Et toi, Céline? Moi, je vais commencer par le démarrage quand j'étais à l'école et finalement la boucle se boucle des années après. J'étais dans une institution que de femmes avec des religieuses, donc c'était pas drôle tous les jours, mais je me souviens, c'était une congrégation et à l'époque c'était un peu révolutionnaire qui nous expliquait en tant que jeunes filles que dans la vie, si un jour on avait envie de se marier, d'avoir des enfants, c'était tout à fait une possibilité, mais qu'il était essentiel de faire des études pour ne jamais se retrouver dépendante de son mari. Ce qui à l'époque était assez révolutionnaire pour des religieuses, mais c'était la congrégation qui avait été créée par une femme qui s'était battue pour justement permettre aux jeunes filles au début du XXe siècle de se former pour être autonomes et quoi qu'elles choisissent dans leur vie, de ne jamais se retrouver dans la panade, si je puis dire.
Et donc, quelques années après, je tombe dans la vente à domicile. Et finalement, c'est exactement ce qui est proposé aux femmes, c'est de dire, aujourd'hui, alors même que tu n'as peut-être pas de diplôme, alors même que tu penses que tu ne sais rien faire parce que ton entourage n'est pas toujours tendre avec toi, tu as la possibilité de démarrer une activité, égalité des chances. Tout le monde démarre avec la même formation, les mêmes produits, le même encadrement. Et tu peux déjà découvrir que tu aimes la vente et non seulement que tu aimes ça, mais que tu es extrêmement performante. L'enjeu, il est là. Donc, je disais tout à l'heure à Christine, la vente, c'est fait, enfin, tout le monde peut le faire, mais c'est pas forcément fait pour tout le monde. Il faut aussi accepter le fait qu'il y a des personnes qui se révèlent dans cette activité et d'autres pour qui, bon, bah, peut-être c'est pas ça et c'est pas grave. En revanche, ce qui est essentiel, c'est de ne pas passer à côté et de quand même essayer et de mettre en application tout ce qu'on peut enseigner et tous les conseils que Muriel peut donner dans les coachings. Finalement, à un moment, si elle le dit, c'est que ça marche, donc il faut le faire. Parfois, il y a des gens qui s'entêtent à vouloir faire des choses par eux-mêmes, alors même qu'ils n'ont jamais fait ça. Euh, Moi, je disais toujours aux équipes, le matin, on se réunit pas pour se dire quelle bonne mauvaise idée on va pouvoir leur donner pour qu'ils se plantent. Si on vous dit qu'il faut le faire, c'est que ça marche. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Et moi, j'ai tout au long alors, moi, je faisais du droit, hein, donc à aucun moment je suis vouée à faire ce métier. Je fais un job d'été dans une entreprise de vente directe qui se crée. Et là, je tombe dans la marmite et je me découvre une passion, évidemment pour le business, pour la vente, mais surtout pour la relation à l'humain. C'est ça qui m'a passionnée. Parce que plus que la vente, moi, j'ai rencontré des femmes, des milliers de femmes ou quand on parlait du métier, donc on les connaît pas, des femmes hyper timides, derrière un poteau, dans la salle, cachées de tout le monde. Et en général, moi, je les repérais, je me disais, alors elle, si elle démarre, déjà, c'est que c'est quelque chose de fort parce que elle est tellement dans son coin que le fait de signer, c'est déjà aller envers et contre tout le monde. Donc déjà, ça montre une force de caractère qu'elle ignore elle-même, hein. Et donc souvent, ces femmes, je les revoyais un an après à une convention, mais je ne les reconnaissais pas. C'est-à-dire que plus le même look, plus le même coupe de cheveux, maquillée, sûre d'elle, belle, enfin, plus les mêmes, quoi. Et donc, moi, je trouve formidable que, à travers la vente, qui est très valorisée pour les hommes, on ne sait pas pourquoi, pour les femmes, souvent, moi, dans les dîners, alors que je dirigeais des boîtes qui faisaient 10 fois plus de chiffre d'affaires que tous les hommes que j'avais autour de moi, hein, qui me disaient, ah oui, mais toi, avec tes petites bonnes femmes, je leur dis, alors tu sais quoi? Moi, mes petites bonnes femmes, elles font plus de chiffres à elles toutes seules que ta boîte, en fait. Donc, déjà, tu vas employer un autre terme que mes petites bonnes femmes, parce que c'est pas mes petites bonnes femmes, ce sont des femmes qui, grâce à leur investissement, font 30, 40, 50, 500 millions d'euros. Enfin, je veux dire, on est sur des niveaux. Euh, donc, et donc, je trouve formidable que par un, un certain nombre d'humains et pour ma part de femmes, tous ensemble, motivés par un même but, parce que évidemment, il faut avoir envie d'avancer ensemble, tout ça a du sens et tout ça est formidable, euh, de se dépasser et alors même qu'avant, j'aimais pas trop quand le terrain me disait, ah mais Céline, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Combien il faut encore faire de chiffres? On fait ça pour toi? Et sur le coup, je leur disais, non, il faut que vous fassiez ça pour vous. Mais en fait, ça montre quoi? Ça montre que c'est plus que juste un métier. On fait pas ça juste pour vendre. On fait ça pour faire marcher un système. On fait ça pour gagner ensemble. On fait ça pour rire ensemble. On fait ça pour... tout ça dépasse en fait... que un travail. Et moi, c'est ce que j'aime dans la vente directe, ça a une valeur sociétale forte, d'émancipation des femmes, euh, de donner à la possibilité de se prouver que nous sommes des personnes formidables et que
si on a envie de réussir et de s'en donner les moyens et d'oser surtout parce que la plus grosse problématique des femmes en général, c'est d'oser. Oser dire qu'on veut un poste, oser demander une augmentation, oser dire qu'on vend un produit, oser dire... En fait, la clé, elle est là, autant chez les hommes que chez les femmes, mais tellement plus chez les femmes. Et je lisais encore un, un- un article l'autre jour qui disait les femmes pensent qu'on va leur donner des augmentations comme ça. Mais en fait, si vous n'allez pas la demander, un patron, tant qu'on lui demande pas, s'il peut éviter, euh, même si la personne travaille bien, il le fait, quoi. Enfin, certains le font. C'est pas forcément inné. Donc, à un moment, quand on veut quelque chose, il faut le demander. C'est comme trouver la direction dans la rue. Moi, c'était souvent un exemple que je leur disais. Demandez ce dont vous avez besoin. La personne que vous avez en face de vous n'est pas censée savoir ce dont vous avez besoin. Moi, si aujourd'hui, j'ai besoin de m'acheter une nouvelle voiture, mais que je vous le dis pas, vous pouvez pas le deviner. Enfin, je veux dire, les gens qu'on a en face de nous ne sont pas des voyants. Donc, il faut absolument demander ce dont on a besoin. Et si dans la rue, vous cherchez là où vous devez aller et que vous ne demandez jamais, bah, vous allez rester des jours dans le quartier, alors que celle qui demande où est la rue, elle va arriver au bout de 5 minutes. Et en fait, finalement, vendre, c'est aussi simple que ça, si je puis dire. C'est à la fois compliqué parce qu'il faut oser, et en même temps, c'est un moment, demander quelque chose. La personne, elle vous dit oui, elle vous dit non, mais si vous ne lui demandez jamais, vous n'aurez jamais la réponse. Donc, voilà. Voilà. Et la vente directe, c'est ça. Et alors, moi, enfin, moi aussi, je suis une peureuse de la vente. Enfin, je n'ose jamais bien vendre. Mais Muriel et aussi Céline, euh, quelles sont les techniques de base? Parce que, bon, toi, Céline, c'est la vente directe. Muriel, c'est plutôt la vente de services, je Mm. suppose, ou d'autres aussi de produits. Mais toi qui as fait le love closing, sur quoi est-ce que euh, s- sur quoi t'appuies-tu? Qu'est-ce que tu dis à ces femmes qui sont coachs ou qui sont formatrices ou quoi qu'elles fassent et qui vendent un service aux psychologues ou médecins? Qu'est-ce que tu leur dis? Alors déjà, je crois que peu importe en fait le type de vente, la vente reste la vente en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes cibles, on n'évolue pas dans le même cadre et c'est pour ça qu'on est là toutes les deux. La vente, c'est la vente en fait. La vente, c'est la relation à l'autre. C'est la relation à l'autre, c'est quelque chose qui te permet de performer, c'est quelque chose qui te permet de transformer une réalité et surtout de t'accomplir en permettant à l'autre aussi de s'accomplir. Pour moi, c'est vraiment un rapport win-win en vérité. Je ne parle pas, quand je dis ça, oui, il peut y avoir des mauvaises ventes ou forcément il n'y a pas l'éthique où voilà, on peut se faire rouler dans la farine, mais ça, ce sont des dérives comme tout principe. La vente à la base, pour moi, non seulement c'est un métier, c'est le plus beau, le plus vieux, le plus beau et le plus noble des métiers, puisque tout est vente. Donc ça aussi, je le dis aux femmes que j'accompagne, tout est vente en fait. C'est-à-dire que pour que je sois là aujourd'hui, c'est que Christine m'a vendu quelque chose qui ne s'est pas présenté comme une vente, mais on a discuté, elle m'a présenté une idée, j'ai acheté et j'aurais pu ne pas acheter. OK? Ah, oui, Donc, tout est vente. D'accord? Tout est vente dans tous les rapports humains. Il y a toujours quelqu'un qui amène quelque chose. Et j'aime à dire, même aux personnes, on est hyper bercé par la religion. Si aujourd'hui la religion est en train d'avoir autant pignon sur rue, c'est parce qu'il y a un Dieu, entre guillemets, qui a vendu une idée de paradis à un homme, à un être humain. Moi, je ne suis pas dans la religion, mais je veux dire, tout rapport, c'est une question de vente. Un mariage, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vendu une promesse à l'autre. On se promet quelque chose. Donc, tout est vente. Quand on comprend ça déjà, on commence à se calmer sur la vente et ne pas la placer dans quelque chose de shame. Il n'y a pas de honte dans la vente. Ok, la vente, c'est tout ah, bien. simplement, j'ai une valeur et tu as une valeur équivalente et c'est un échange de valeurs entre deux adultes consentants. Ok, et il ne faut pas assimiler les dérives de la vente, donc de personnes qui ne sont pas éthiques, de personnes qui ne sont pas qui n'ont pas de morale, des personnes qui n'ont pas de cadre et des personnes qui font tout et n'importe quoi à la vente. C'est comme si, en fait, je discute souvent, les gens me disent, oui, tous les avocats sont des voleurs. C'est pas parce qu'il y a des avocats véreux que c'est pas un beau métier. D'accord? Mm. D'accord? Donc, il faut faire le distinguo entre ce qu'est la vente et les dérives
qui font que justement, on peut être refroidi, on peut être déçu. Donc, pour moi, tout est vente et peu importe que ce soit via la vente directe. Moi, j'accompagne surtout les femmes entrepreneurs qui pilotent une petite entité. Elles sont coachs, elles sont formatrices, elles sont consultantes parce que je me dis, mais c'est quand même dommage parce que souvent, c'est des femmes qui sont sorties du salariat pour pouvoir bâtir leur propre liberté financière et c'est juste génial parce que l'entrepreneuriat, c'est un vrai levier, n'est-ce pas, d'autonomisation et de liberté financière, sauf qu'elles tourneront parce que les chiffres sont là. Les chiffres sont là, elles sont plus de 40% à créer les entreprises, mais les chiffres en termes de chiffre d'affaires, en termes de rémunération, ça tourne plus autour de quelque chose qui est dans les 1000, 1500 euros pour 80% d'entre elles. Elles vivotent et elles n'arrivent pas à faire décoller leur business parce que tout simplement, elles ne comprennent pas que l'entreprise, alors je vais reformuler, en tant que personne avec une expertise, lorsqu'elles créent leur entreprise, elles ont une vision, elles ont une mission. Par exemple, je ne sais pas, je suis thérapeute et voilà, je me suis formée à telle ou telle pratique et ma vision, ma mission, c'est d'aider les personnes qui ont, je sais pas, vécu des viols ou je ne sais trop quoi, à se reconstruire. Ça, c'est ta mission, OK? Maintenant, tu dois aussi comprendre que le véhicule qu'est l'entreprise que tu as créé, elle aussi a une mission. La mission de l'entreprise, c'est de vendre. Période. La mission d'une entreprise, c'est de vendre. Donc, si tu utilises ce véhicule pour pouvoir accomplir cette mission noble qui est d'aider les personnes qui ont telle ou telle problématique, et que tu utilises ça, ça veut dire que tu dois aligner les deux. Et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent un petit peu écartelés parce que oui, je veux aider le monde entier, je veux sauver, je veux faire tellement de bien. Et en même temps, l'entrepreneuriat, enfin, une entreprise, c'est pas son problème. C'est pour ça que la vente peut ne pas être éthique. Parce que l'entreprise se développe par la vente. L'éthique, c'est ce que tu vas apporter. Ton ADN, tes valeurs, c'est ce que tu vas apporter. Mais la vente n'a pas besoin de tes valeurs et de ton éthique pour être possible. OK? Et moi, quand je parle de love closing, je parle justement de cette réalité que j'ai une mission que je veux accomplir via ce conducteur qu'est l'entreprise. Et justement, c'est par la vente que ça peut être possible. Et le love closing, c'est de dire quelle vente je veux incarner. Quelle vente je veux incarner. Et c'est là qu'on se pose et on parle de ses valeurs. On parle de son identité, on parle de son leadership et on parle aussi du cadre dans lequel on veut le mettre. Parce que quand on parle de vente et de closing, on parle de clés puissantes qui sont comme un couteau qui peut être utilisé pour couper un pain ou alors égorger quelqu'un. On parle de clés de persuasion, on parle de négociation, on parle de choses qui sont des outils de pouvoir mal utilisés, on tombe dans les travers qu'on ne veut pas. Et donc, il faut vraiment être conscient de ça pour se dire, j'entre dans une zone de pouvoir en vérité. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas lui qui va me, comment dirais-je, me corrompre. C'est moi qui peux apporter la dimension que je veux dans cet échange, dans cette transaction. Et donc, je pose mon cadre éthique. Donc, quand je parle d'amour, quand je parle de vente, pourquoi? Parce que justement, on nous a appris, moi j'étais formée, j'ai été responsable commercial dans des entreprises quand j'étais salariée, on nous a appris que le client est roi. OK? Donc, quand tu es formé comme ça, en fait, tu n'es pas dans un ancrage qui t'est propre. Tu es dans quelque chose où tu vas plus facilement manipuler parce qu'en vérité, tu vas essayer de tout faire pour plaire au client. OK? Tu vas tout faire pour plaire au prospect parce qu'il est roi. OK? Et c'est là que tu vas te retrouver dans quelque chose qui ne te ressemble pas, tu n'es pas aligné et finalement, tu vas être déçu. Dans mon approche, en fait, le client n'est pas roi. Dans mon approche, moi, je parle aux entrepreneurs. Dans les entreprises, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis, c'est toi le roi, c'est toi la reine, c'est toi qui règne sur ton business. Donc, la personne clé de ta vente, c'est toi. OK? C'est toi qui vas déterminer avec qui tu veux travailler, comment tu veux travailler, les valeurs que tu veux mettre en place et que tu veux incarner. Donc, la première personne, c'est moi. Et quand tu ne t'aimes pas, que tu n'as pas conscience de ta valeur, que tu ne te sens pas digne, tu auras du mal à closer. Donc, la première des choses, c'est apprendre à s'aimer, à se valoriser. Et là, tu travailles ton estime de toi, ta confiance, ton assurance, et la vente coule de source. Parce que la vente, c'est quelque chose de magnétique. OK? Quelqu'un, tu l'as donné l'exemple, Céline, de cette personne qui, au début, elle était toute renfermée. Et puis, quand l'esprit de la vente l'a saisie, même son look a changé. Parce que c'est ça, la vente. C'est du leadership à l'état pur, c'est du pouvoir. Le pouvoir en lui-même, ce n'est pas un problème, c'est ce qu'on en fait. Et c'est pour ça qu'il faut être formé pour comprendre cet outil de pouvoir qui fait que je sais quel mot utiliser pour persuader.
Est-ce que je vais l'utiliser ou pas? Ou est-ce que je vais l'utiliser pour manipuler? C'est là mon pouvoir. OK? Et donc, le premier truc, c'est s'aimer soi. La vente, c'est quelque chose de jouissif, excusez-moi l'expression. Oui, 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 on le Et c'est voit. l'accomplissement de ce que tu veux faire parce que c'est en vendant que tu accomplis ta mission et que tu accomplis celle de ton entreprise. Les entrepreneurs sont malheureuses parce qu'elles n'arrivent pas à vendre, elles sont frustrées parce qu'elles sentent qu'elles ont quelque chose à apporter au monde mais elles ne peuvent pas le faire et l'entreprise est en berne. Et donc, première chose, je m'aime, mais vraiment, moi je peux vous assurer que ce travail de reconnexion à soi, d'alignement à soi, va te permettre de te respecter dans les négociations. Mais quand tu t'aimes toi, ça veut dire que tu es capable d'aimer et de respecter l'autre. Donc, deuxièmement, c'est là que ton prospect ou ton client vient en ligne de compte. Il est qu'en deuxième position. Parce que je me respecte, je te respecte. Parce que je me connais, je vais prendre le temps de comprendre tes besoins, de comprendre pourquoi est-ce que tu es là. Et bien évidemment, parce que je me respecte et que je te respecte. Si je ne peux pas t'aider, je ne vais pas forcer. Même si je peux t'aider, mon rôle va être de t'aider à comprendre à quel niveau est ton besoin. Donc, je vais te faire monter en conscience pour que tu puisses décider ou pas en toute liberté de travailler avec moi. Donc, ça veut dire que le travail que j'ai fait à mon niveau, c'est même un travail qui va me permettre de ne pas être dans la frustration quand quelqu'un me dit non. Parce que même si tu es une pro du closing, tu ne vends pas tout le temps. Et donc, ça fait partie du process. Comment accueillir ces choses-là? Tu vas les travailler parce que objection, tout ça, mais on les travaille comment si on n'a pas travaillé sur soi? C'est pas une question de technique, hein, c'est d'abord comment j'accueille ça. Il y a des personnes, des femmes qui, dans l'objection, elles sentent qu'elles sont rejetées. Oui, non, mais on m'a dit que je suis trop chère et tout. Ça s'apprend parce que ça fait partie du jeu. OK? Donc, j'aime l'autre et je respecte l'autre. Et ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de manipulation quand il y a du respect. Et même des fois, tu peux arriver, beaucoup me disent, je pouvais closer, mais je n'ai pas closé parce que j'ai compris que cette personne, eh ben, elle n'avait pas les bonnes motivations, elle n'était pas prête ou quoi que ce soit. Parce que quand tu es en leadership et que tu as le pouvoir, ce n'est pas pour abuser, ce n'est pas pour flouer la personne, mais c'est pour l'aider vraiment à monter en conscience et prendre des décisions éclairées. Même si c'est pour te dire non. C'est une décision éclairée, c'est OK. Elle a le choix, elle a le droit. OK? Et la troisième chose, mais c'est d'aimer ce que tu apportes au monde, l'offre que tu apportes au monde via ton entreprise, tout cet écosystème-là. Si tu n'aimes pas ton entreprise, si tu n'aimes pas ce que tu fais. Parce que beaucoup de femmes, elles aiment bien l'idée, peut-être via, moi j'ai beaucoup de thérapeutes, l'idée de faire du bien au monde, mais elles n'aiment pas leur entreprise en fait. Elles n'aiment pas, elles ne prennent même pas le temps de kiffer leur offre. Il faut que tu sois fier de ton offre pour que tu puisses en parler. Quand je leur dis pitch ton offre, non, soit, mais écoute, tu es en train d'apporter une solution à des personnes qui ont des problèmes, qui ont des douleurs, tu es au même niveau qu'un médecin dans ton domaine, sois fier. Aime ce que tu fais. Kiffe ton offre. Tu seras magnétique. Et là, à ce moment-là, tu vas voir les gens qui vont être intéressés et attirés par toi. Donc, c'est vraiment ça. Quand je parle de love closing, c'est d'abord travailler le rapport à soi, le rapport qu'on a. Quand je dis le rapport à soi, ça peut être aussi le rapport à l'argent, à la richesse, au succès. Il y a plein de données qui sont liées. Le rapport qu'on a avec la personne qu'on a en face de soi, à quel point on la respecte pour entendre son nom, et ensuite aussi le rapport à ce qu'on fait, ce qu'on apporte au monde. Quand ces choses-là sont travaillées, c'est vraiment le love closing avec des techniques très spécifiques. Quand je suis face à quelqu'un pour justement mener une conversation de vente avec un prospect, c'est moi qui prends le lead, c'est moi qui déroule la conversation. Je sais où je vais et parce que je sais où je vais, la personne, elle va enclencher le pas, elle va me suivre et c'est là qu'on va pouvoir closer. OK? Et c'est vraiment quelque chose, entre guillemets, j'ai envie de dire, de simple et de basique. Mais ça devient une montagne lorsque tout simplement, moi je suis quelque part, la vente est quelque part, mon entreprise c'est totalement dissocié, on devient schizophrène. La vente, c'est d'abord de l'alignement. Je suis alignée. Et lorsque je suis alignée, déjà, c'est même plus une question de chercher les clients, j'attire à moi Oui. les personnes pour lesquelles cet alignement-là est manifeste. D'accord? Donc, c'est vraiment ça la base de mon love closing et c'est ce que je transmets pour démarrer aux femmes en fait que j'accompagne. Bien, magnifique. Alors maintenant, je me tourne vers toi, Céline. Et Alors, quelle est ton expérience par rapport à Muriel dans la vente directe? je vais compléter parce que ça rejoint un peu. C'est aussi très important, en plus de tout ce qu'a dit Muriel, de connaître les besoins de la personne que l'on a en face de soi. Je vais vous donner un exemple.
vraiment idiot, mais qui est très parlant. Je n'aime pas le chocolat. Je n'aime pas le chocolat. Bon. Si demain, vous m'envoyez une promotion, même la plus belle des promotions, avec 75% sur le chocolat, je, je n'aime pas ça. Donc, vous pouvez faire le plus beau pitch. Si vous n'arrivez pas à connaître les besoins et les envies de vos clients, et donc ça peut être la même chose de personnes avec qui vous allez faire des coachings, si vous ne savez pas ce dont elle a besoin, vous pouvez faire le plus beau pitch du monde, ça ne colle pas. Donc c'est vraiment important de connaître et d'entretenir le lien avec les personnes à qui on veut vendre quelque chose. C'est absolument essentiel. Et souvent, en tout cas dans la vente plus basique de produits, on appelle les clients que quand on a besoin d'eux. Mais une relation client, c'est ce qu'il y a de plus précieux en fait, c'est la relation qui est importante. Le client, on l'appelle pas que juste quand on a besoin de vendre. Le client, on lui propose aussi un suivi. Comment il utilise les produits? Est-ce qu'ils sont de qualité? Est-ce que ça leur plaît? Comment on peut l'aider? Et finalement, on s'aperçoit que quand on fait ce suivi clientèle, les cooptations, les rendez-vous, les commandes, en fait, avant même que vous le demandiez, elles arrivent. Parce que bien souvent, quand les gens font du suivi client, tout d'un coup, la cliente a dit: «Ah bah, ça tombe très bien que tu m'appelles parce que j'ai plus ça», par exemple. À l'origine, vous faites pas du tout ça pour ça, vous faites juste votre métier de suivi parce que c'est absolument indispensable et finalement, ça paye parce que un client de base ne va jamais appeler son vendeur pour lui demander s'il peut acheter un produit. Ça n'existe pas. Pensez que les gens, ils vont vous appeler pour que vous fassiez du business. Bah, mettez des cierges un peu dans toutes les églises. Ça peut marcher, hein. Ça marche aussi, hein, de temps en temps. Mais ça a eu existé, ça n'existe plus. Il faut arrêter avec cette idée. C'est à vous d'aller chercher ce dont vous avez besoin. C'est à vous de connaître les problématiques de vos clients. C'est à vous de faire le suivi. Et souvent, les vendeuses, elles me disent, mais elles peuvent m'appeler même la nuit. Je leur dis, mais en fait, on s'en fout. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas la cliente, elle est là pour acheter. Toi, tu es là pour offrir quelque chose. Donc, ne mélangeons pas tout. C'est pas le client qui va tout faire et faire le suivi et vous appeler et dire qu'il veut commander. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut absolument connaître les besoins de son prospect, enfin de la personne qu'on a en face de soi. Faire un suivi régulier et sincère parce que ça fait partie du prix. Enfin, je veux dire ça. Un produit, c'est pas juste un prix, c'est un suivi, un produit, un conseil, de l'attention. Et une troisième chose, et je me souviens parce que Christine, tu m'avais demandé Mhm. quel était mon élément différenciant. C'est important aussi que vous, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis pas dans le coaching, mais je vois qu'il y a pléthore. Si demain je vais faire un coaching et que je demande, je vais recevoir 50 offres différentes. Enfin, je veux dire, il y en a partout, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes différente de quelqu'un d'autre? Il faut, ça peut être dans l'attitude, ça peut être dans la façon de parler, ça peut être dans l'offre, ça peut être dans plein de choses, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui ressorte. Donc, c'est important de pouvoir travailler cet élément différenciant. C'est pas forcément des choses extraordinaires, parce que quand je vous dis ça, peut-être vous vous dites, oh là là, il faut que j'ai une compétence absolument, genre je suis Superman. Non, il ne s'agit pas d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de vous demander si on devait parler de moi et s'il y a quelque chose de moi qui devrait ressortir et que quelqu'un d'autre n'a pas dans un groupe d'amis, il y a toujours, on est tous différents les uns des autres. Qu'est-ce qui me définit le plus? Est-ce que c'est mon écoute? Est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que je suis quelqu'un d'audacieux? C'est quoi? Je suis qui pour l'autre? Et peut-être interroger votre entourage. Souvent, euh, quand on passe dans sa carrière, quand on change de métier, on vous demande de faire une feuille où vous allez interroger les autres qui vont vous dire qui vous êtes. Alors parfois, ça fait un peu mal, mais c'est très apprenant parce que vous avez des retours de personnes et c'est riche parce que c'est de là que vous allez pouvoir aussi construire votre offre et vous différencier des autres parce qu'on est tous différents. Il faut faire ressortir sa différence. Vouloir être comme tout le monde,
bah, on sort pas du lot, quoi. Et, ça peut être, c'est à vous de trouver parce que ça vous est propre, mais c'est ça qui fait toute la différence. Moi, je me souviens, j'ai connu quand j'étais dans les bijoux, c'était une dame, elle faisait plus de 150 000 euros par an, tous les ans. Elle habitait un tout petit village à côté d'Annecy. Et même moi qui ai fait ce métier pendant des années, je me disais, mais comment fait-elle tous les ans pour vendre autant de bijoux, quoi? Parce qu'en plus, c'est pas un produit consommable. Après, j'ai fait des bougies parfumées, ça c'est consommable. Quand il n'y en a plus, on rachète. Un bijou, il était de qualité. Je me disais, mais comment elle fait? Et un jour, je lui dis, comment tu fais? Parce que c'est pas parce qu'on est professionnel dans un métier qu'on n'apprend pas des choses des autres, hein. Donc moi, je n'avais de cesse d'aller avec le terrain pour leur dire, comment tu fais, quoi? Parce que chacune avait ses petites astuces et c'est comme ça qu'on grandit. Et ben elle mettait un petit mot personnalisé à chaque cliente dans chaque boîte. Et à Noël, peut-être elle livrait par semaine 300 boîtes. Chaque personne, bonjour Muriel, nous nous sommes vus chez Madame Marley à telle date, j'ai passé un très bon moment avec vous, voici le collier que vous avez choisi pour telle occasion. Elle prenait des notes sur tout et chaque boîte était personnalisée. Et ben son secret et sa différenciation, elle était là. Oui, ça prenait du temps. Oui, c'était la meilleure vendeuse de France. Mm. Donc, et ça peut être tout à fait, dans le coaching, ça peut être tout à fait quelque chose un peu de cet ordre. Bon, bah, là, Muriel, elle est plus à même de vous parler de ça, mais vraiment trouver quelque chose qui parle de vous, quoi. Parce que c'est aussi vous qu'on va acheter. C'est d'abord vous qu'on va acheter. Voilà. Et donc, voilà. Et au risque, parce que comme on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, Non. et c'est la vie, au risque de ne pas correspondre, mais il ne faut pas le prendre à titre particulier, à titre personnel. Cette personne ne vous connaît pas, donc c'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est que ça ne lui correspond pas. Donc ce n'est pas du tout tu es gentil, tu es méchante, je t'aime pas. On n'est pas sur ce niveau-là. On est sur vous êtes quelqu'un de formidable, ça ne me correspond pas. Et avec une autre personne, ça va très bien marcher. Il faut aussi laisser la liberté à l'autre d'établir ce lien de confiance. Et même, je pense que c'est absolument, c'est formidable d'être capable de faire ça parce que les personnes, le fait de bien prendre un nom, ça peut être aussi être une publicité très positive pour vous, de quelqu'un qui va dire, bon, ben moi j'ai contacté cette personne, ça n'a pas matché, mais elle a très bien pris la chose et c'est quelqu'un de formidable et je t'invite quand même à la rencontrer. Et finalement, même un nom peut être positif. Et je vous invite, quand on vous dit des noms, de demander pourquoi. C'est important de savoir, parce que ça aussi, ça peut être parce qu'on ne correspond pas, mais ça peut être aussi parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas très bien fait. Et le fait de savoir ce qui n'a pas marché, c'est une démarche qui est difficile parce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ça. Mais si vous avez en face de vous quelqu'un de courageux qui est en capacité de vous dire, alors voilà pourquoi je ne vous ai pas choisi, ça permet de savoir est-ce que je réaligne, est-ce que ça correspond pas à qui je suis, est-ce que je préfère rester comme je suis. Enfin, après, vous allez vous dire, alors qu'est-ce que je fais de ça? C'est moi, c'est pas moi, je change pas, mais au moins, c'est fait en conscience et c'est quelque chose qui est posé et ça peut vous permettre pour la fois d'après de dire, voilà, ça, je ne propose pas cette façon de travailler parce que ce n'est pas ma conception, blablabla. Donc, vous pouvez anticiper l'objection en retournant sur quelque chose de positif. Voilà. Waouh! Alors maintenant, on est reparti là. L'élément différenciant dont Muriel est aussi fan et elle fait des podcasts là-dessus, donc je vais revenir vers toi, Muriel, pour ça. Et puis l'aspect personnel, hein, la relation, soigner la relation à chaque personne, même si nous devons en avoir 300 à soigner, hein. Donc, Muriel, tu peux rebondir aussi maintenant. Donc, la vente, c'est pas seulement une technique en fait, hein. Oui, absolument. La vente, c'est la relation.
Ok, c'est vraiment de la relation humaine. Et donc, tu vois, nous sommes sur des positionnements différents, mais nous sommes totalement alignés. Tout ce qu'a dit Céline, j'aurais pu le dire parce que je survalide à 1000%. C'est exactement ça la vente. Là où on veut mettre des choses un peu bizarres, mais ce n'est que ça la vente. Et donc, et l'élément différenciant, cette unicité que chaque entrepreneur est censé identifier pour ensuite, comment dirais-je, en faire quelque chose de valorisant. Comme tu l'as si bien dit, hein, moi, c'est quelque chose qui m'a tellement interpellée de voir que j'accompagne des femmes et quand je leur demande, c'est quoi ta différence? Tu es coach, tu es thérapeute, tu es consultante par rapport aux autres, parce qu'il y en a plein qui font comme toi. Et là, elles bug, elles connaissent bien leur offre, leur expertise, leur diplôme. Et j'en ai même fait un podcast où justement, j'invite des femmes entrepreneurs, des femmes qui ont une activité à parler de ce qui fait leur différence. Parce que c'est ta différence. Par exemple, moi, je suis coach, il y en a des milliers. Je suis coach d'affaires, il y en a des milliers, si ce n'est pas des millions. J'accompagne sur la vente, il y en a beaucoup, mais voilà mon élément différenciant, c'est le love closing. Qui accompagne sur le love closing? Peut-être qu'il y en a quelque part, mais dans mon périmètre en tout cas, puisque c'est un terme que j'ai inventé, c'est une méthode que j'ai créée, et donc il n'y en a personne. Ça, c'est un de mes éléments différenciants. Et donc, quand je me présente, ça devient le fondement de mon pitch. Et donc, voilà. Et même quand je me présente dans mon pitch, je dis clairement, je soigne les mots de vente des femmes entrepreneurs parce que la femme vit la vente comme une espèce comme les mots dans les entrailles, comme des menstrues en fait, comme quelque chose de douloureux ou alors de migraineux. Moi, je soigne ces mots-là pour tout simplement aider ces professionnels à aligner leur expertise, leurs objectifs et leur vente. Parce que de toute façon, quand tu crées ton entreprise, tu as un objectif de rémunération qui passe par la vente. Donc, il faut que ça soit aligné. Donc, vraiment, moi, je suis entièrement d'accord avec Céline lorsqu'elle parle en fait de cet élément différenciant, lorsqu'elle parle de la personnalisation, parce qu'encore une fois, dans la relation, c'est des choses à travailler, mais aussi lorsqu'elle parle de tout ce qui est relance, parce qu'elle a abordé beaucoup de sujets. Elle a abordé les objections, la relance, ce sont vraiment des différents aspects de la vente. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut comprendre que pour moi, la vente, et c'est pour ça que je parle de leadership quand je parle de vente, c'est une prise de responsabilité. En vérité, quand je crée mon entreprise, je suis responsable de mes résultats, de mes objectifs. Et la vente fait partie de mes responsabilités. Tu ne peux pas dire que tu vas attendre que la personne t'appelle, que tu vas attendre ceci, que tu vas... C'est toi qui es en responsabilité. C'est toi qui vas prendre ton téléphone, c'est toi qui vas organiser, qui va anticiper et qui va être proactive pour pouvoir manifester ce que tu veux, amener à l'existence et réaliser ce que tu veux. C'est de la responsabilité. C'est pour ça que je parlais de pouvoir tout à l'heure. OK? Donc, les femmes qui sont entrepreneurs, de toute façon, quand on parle de vente directe, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Eh ben, si elles sont passives et si elles attendent que les choses se passent, ça va être très compliqué. Je ne dis pas que ça ne se passera pas. Mais là, en fait, moi, je ne peux pas accompagner dans ce domaine-là. On est dans un domaine un peu plus mystique. Mais dans la réalité, dans la réalité, c'est toi qui crées ce que tu veux. OK? Et moi, par rapport à mon closing, j'accompagne, c'est vrai, sur le mindset et sur le leadership en tant qu'entrepreneur et par rapport au closing en tant que closer, mais j'accompagne de manière spécifique sur une étape. Parce que la vente, il y a plusieurs étapes dans la vente, il y a la prospection, il y a vraiment plusieurs étapes. Et moi, j'accompagne à l'étape du closing, qui est l'étape charnière, en fait. Parce que quand tu vois le cycle de vente, un moment donné, donc quand peut-être tu as communiqué, tu as prospecté, tu as fait plein de choses, tu te retrouves face à la personne dans ce que tu appelles un rendez-vous, en fait. Ce rendez-vous prospect, peu importe, souvent les femmes entrepreneurs proposent un rendez-vous gratuit et donc à ce moment-là, elles ont la personne en face et justement, je leur dis, tu fais ça pour vendre parce que tu es entrepreneur, mais quand tu as ce rendez-vous-là, tu ne cherches pas à vendre. Tu ne cherches pas à vendre. Tu as parlé de besoins parce que la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce qui est en face de toi, quels sont ses vrais besoins. Et est-ce que même, effectivement, c'est quelqu'un qui tu as envie de travailler, peu importe, la première des choses, c'est comme un rendez-vous amoureux, je parle encore d'amour, ok? C'est un date professionnel. Donc, le date, ce n'est pas pour conclure, c'est pour se connaître. On est d'accord? Et c'est lorsqu'on se connaît qu'on conclut naturellement. C'est lorsqu'on se connaît et que ça match. Et puis, si ça ne matche pas, it's OK. C'est comme un date, en fait. Lorsque quelqu'un, lors d'un date et tout, est frustré parce que ça ne matche pas, on lui dit qu'il a un problème. Et c'est pareil dans la vente. Donc, lorsque tu ouvres ton calendrier pour proposer des rendez-vous diagnostiques offerts parce qu'on te dit que c'est comme ça qu'il faut que tu vendes, on te dit une moitié de la vérité. Parce qu'en vérité, c'est comme ça qu'il faut que tu vendes. Mais pour que tu vendes, il ne faut pas que tu viennes pour vendre. You understand? Il faut que tu viennes d'abord pour comprendre, pour connaître,
pour créer une relation, la confiance, pour lever des objections, pour savoir comment argumenter et surtout argumenter de manière personnalisée parce que ce n'est pas juste le truc que tu as préparé vite fait. C'est un argumentaire qui va correspondre à la personne en face de toi. OK? Pour savoir comment négocier, comment lever des objections, sachant que moi, dans ma pratique, je ne lève pas les objections, je les anticipe. Il faut savoir que 80% des objections sont connues. Quand tu as créé ton offre, tu sais déjà quelle objection. Parce que c'est le truc qui fait blocage en toi. Si tu sens que c'est trop cher, ça va être ton objection number one. Donc, tu les connais. Tu ne peux pas être déstabilisé par quelque chose que tu peux anticiper. Donc, moi, quand j'accompagne, c'est on liste les objections. Tout ce qui te donne mal au ventre, mal à la tête et tout ça, on travaille dessus. On les anticipe et on en fait tout simplement des arguments de vente. Eh ben, le trop cher, ça devient un argument parce que lorsqu'on parle de prix, on parle de valeur. Et donc, on va travailler sur la valeur et surtout la valeur perçue pour que lorsque le prix arrive, il n'y ait pas cette dimension de cher ou pas cher. Et même en amont, on va qualifier au niveau du budget, on va qualifier au niveau de l'engagement, on va qualifier au niveau de l'urgence. Il y a toutes ces choses-là qu'on va travailler pour ne pas se retrouver à faire une déballe avec quelqu'un, comme tu le disais si bien, qui est allergique au chocolat alors que je vends du chocolat. On est bien d'accord? Et donc, du coup, c'est moi, en tout cas, c'est là où je me positionne parce que c'est le moment charnière, c'est là où le prospect, même le plus chaud, va devenir client. C'est là qu'il signe, c'est là qu'il paye parce que tant que la personne n'a pas payé, c'est un prospect. Même chaud brûlant, c'est un prospect. C'est lorsqu'il a payé. Et donc, ce rendez-vous est stratégique. Mais il est stratégique et il fonctionne que lorsque je comprends ma mission. Et je dis toujours aux personnes que j'accompagne, en fait, présenter ton offre, c'est le cadeau. Là où en général, on sait là où quand j'ai envie de parler de ce que je fais. Non, 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 présenter ton offre, c'est l'apogée du truc, c'est le cadeau, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que je sais, j'ai qualifié, ça veut dire que j'ai levé les objections, ça veut dire que je sais qui est devant moi, je sais que ça match. C'est comme pour un date. C'est pas tout le monde, quand on a fini la soirée, tu dis, tu montes prendre un café chez moi? On est bien d'accord. Il y a des gens, tu dis, mais écoute, je vais prendre un taxi, merci, c'était très chouette, et tu te barres. Eh bien, c'est pareil. Tu n'as pas l'obligation de closer. Closer n'est pas obligatoire. Je dis toujours, c'est un devoir moral. Pour moi, c'est un devoir moral parce que ça veut dire que je dois tout mettre en place pour savoir si je peux closer ou pas. Je ne dois pas laisser mes peurs et mes doutes faire que je sabote le truc et tout. C'est un devoir. Je suis là pour ça. Je suis là pour accomplir quelque chose de professionnel. Je vais te poser des questions, je vais prendre le temps de répondre, d'anticiper, de t'accompagner et de t'éclairer sur certaines choses. Mais je ne suis pas obligée de closer. Je peux me retirer si je me rends compte que ça ne matche pas. C'est un date. Il n'y a aucune obligation. OK? Et donc, lorsque je comprends ça, même lorsque je présente mon offre, parce que j'ai pris le temps de connaître la personne, je ne présente pas mon offre, je présente l'offre qui correspond à la personne. Je lui présente le bébé qui lui ressemble. Qui refuse un bébé qui lui ressemble? Moi, quand je dis aux gens, quand je vous accompagne, vous avez un taux de closing qui est limite de 100%. Elles me disent, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que déjà, tu ne vas jusqu'au closing qu'avec les bonnes personnes. Ce qui veut dire que tu peux avoir 10 rendez-vous, mais ce n'est pas pour autant que tu présentes ton offre à 10 personnes. Quand tu as qualifié et que tous les prérequis sont là et que tu présentes ton offre peut-être sur les 10 à 5, ou à 4, ou même à 3, c'est parce que tu sais que tout est balisé. Et quand tu présentes le bébé qui n'est plus le tien, parce qu'en vérité, tu ne vends pas à quelqu'un ton offre, tu vends à quelqu'un une solution que la personne recherche. Donc, tu présentes comme ça. Et la personne, à ce moment-là, dit, it's mine! Mais c'est exactement. Je donne un exemple simple. Tu prends le temps d'échanger avec la personne, tu lui demandes un petit peu mais par rapport à ta problématique, qu'est-ce que tu as déjà eu comme solution? Elle te dit oui, mais écoute, j'ai été avec Christine, elle m'a fait un truc en ligne, mais moi je déteste les trucs en ligne, et puis c'était en groupe, et puis ceci, et puis elle raconte, et tu lui demandes, et tu l'écoutes. Ton offre, il est hors de question que tu lui présentes soit en ligne ou en groupe, parce que tu sais déjà qu'elle est allergique. Et si ton offre est en ligne et en groupe, ton job, ça va être de le présenter comme un avantage, de le présenter comme un plus. Parce que même ça, c'est peut-être l'expérience de la personne. Donc, pendant qu'elle parle, tu réfléchis, OK, voilà comment je vais argumenter parce que, my God, moi, je suis en ligne. Comment est-ce que je vais habiller mon bébé? OK. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la vente, c'est vraiment le point de départ, c'est ce que j'aime, et le point d'arrivée, c'est ce que veut la personne. Le point d'arrivée, c'est ce que recherche la personne. Et quand j'arrive à faire ce petit travail de mentaliste là, mais c'est du plaisir.
parce que c'est de l'écoute active, mais de l'écoute à l'état pur. C'est des questions stratégiques, c'est de la qualification, mais vraiment très poussée, là où on veut. Non, non, tu dois qualifier, tu ne conclus pas toutes tes dates. Et c'est du contrôle. C'est vraiment du contrôle. OK? Donc, quand on comprend ça, eh ben, le rapport à la vente change. Parce qu'on en fait une posture de pouvoir, une posture de guide et surtout une posture éthique, puisqu'on n'est pas là pour closer. On n'est pas là pour vendre coûte que coûte. On est là, tout simplement, ben voilà, j'ai vendu un rendez-vous clarté, je vais apporter la clarté. Dans cette clarté, moi-même, j'aurai de la clarté et ensuite, c'est moi qui prends une décision. J'ai envie de dire que c'est toi qui décides si tu veux travailler avec la personne ou pas. Ce n'est pas la personne qui décide. OK? Parce que c'est ton portefeuille client que tu vas gérer. C'est pas la personne qui décide. Moi, je donne un exemple et un exemple très vrai que j'ai vécu d'une personne donc, avec qui j'ai eu cet entretien. Moi, souvent, je fais dans 2 temps. Moi, je travaille l'alignement. Donc, si je sens certaines choses, je prends un autre rendez-vous parce que je prends le temps de m'écouter. Je ne suis pas dans un truc où je travaille avec tout le monde. Non, 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 non. J'ai eu des cailloux dans ma chaussure, je peux vous assurer. Même un client qui paye bien, même un client qui ne respecte pas tes heures de bureau, qui ne respecte pas ceci et tout, c'est l'horreur. OK? Donc, vraiment, il faut sortir de la pression financière pour prendre des décisions alignées et qui vous respectent et qui respectent l'autre. Ça, c'est la base d'un closing éthique. Et donc, moi, ça m'est arrivé d'avoir comme ça une personne, tout matchait. Elle avait le budget, l'urgence, tout, le problème, en fait, le profil parfait. Sauf que quand je lui ai demandé un petit peu quel était son parcours, tu as déjà cherché des solutions par rapport à ta problématique, quelles étaient. Donc, elle avait déjà fait 4 coachings pour son problème. It's a red flag. Yes or no? C'est comme un gars qui te dit, j'ai été marié 4 fois. Si ça ne t'interpelle pas, ma chérie, c'est que tu aimes vivre dangereusement. OK? Oui, j'ai eu 4 femmes. Ouh, what the hell? OK? Eh bien, voilà, j'ai eu 4 coachings. OK? Et donc, comment ça s'est passé? Ah, le premier, elle était ceci, c'est-à-dire les 4 coachings, elle a descendu les coachs en fait. C'était tous des moins que rien. En matière de valeur, ma chérie, zéro pointé. Donc, je l'ai écouté, c'est-à-dire que là, elle ne le savait pas déjà, mais j'avais déjà pris ma décision. On a continué et tout, et puis elle m'a dit, mais écoute, vraiment, j'aime ton approche, tu es super professionnelle et tout. En plus, moi, tu sais, j'ai le budget, machin, caca, mais tout était nickel. Et je lui ai dit, mais écoute, tu sais, moi, je vais revenir vers toi parce que je vais prendre le temps de réfléchir, d'autant plus que moi, j'ai des accompagnements one-to-one, donc je ne veux pas non plus charger la mule, je te reviendrai. Effectivement, je n'ai pas voulu tout de suite parce qu'elle était tellement dans la... C'est elle qui me mettait la pression, elle voulait me closer en fait. Et donc, je l'ai rappelé après, donc on a fait un deuxième rendez-vous et tout simplement, je lui ai dit que ben, je ne pouvais pas prendre, je n'ai pas à dire à la personne que je pense d'elle en fait. Je ne fais pas l'éducation des adultes gratuitement. Et donc, je l'ai rappelé, je l'ai expliqué. Et moi, ce que je fais le plus souvent quand je dis non, je donne des solutions alternatives. OK? Donc, je suis libre de dire non parce que je lui ai proposé, tu sais, voilà, j'ai telle chose, telle ressource que je peux te proposer, tel truc et tout, ou alors te recommander. Bon, je n'ai pas recommandé à une de mes collègues parce que je ne refile pas non plus la patate chaude. OK? Mais tout ça pour vous dire que vous êtes en pouvoir. Arrêtez de vivre la vente comme un truc où vous subissez. Vous avez subi pendant que vous étiez salarié. Vous subissez depuis que vous êtes né et vous créez votre entreprise pour être libre et vous reprenez le schéma où je subis. Non, non. Et C'est toi plus, qui es au contrôle. et plus on subit, Oui. moins on vend, hein. C'est-à-dire Ah qu'à non, mais un c'est moment, clair, c'est, c'est clair, à c'est un clair. moment, et vouloir dire oui à tout, c'est un peu comme les enfants, hein. Si on dit oui à tout, on est C'est pris plus au possible, piège, hein? en fait. C'est plus Et donc, à possible. un moment, il faut faire preuve d'assertivité. Tu as employé le mot, il y a des choses, Absolument. c'est oui, il y a des choses, c'est Poser les non. Et cadres, finalement, exactement. c'est vous le. Souvent, on pense que c'est le client qui commande, mais le vendeur, c'est le chef d'orchestre. Ah oui, C'est ça, lui c'est qui vrai dit aussi. quand on Mhm. commence, c'est lui qui dit quand on augmente le rythme, c'est lui qui dit quand on s'arrête, c'est lui qui Absolument. dit quand on. Le violon, tu Quand c'est démarres à tel stop. moment. Quand c'est stop. Voilà, Absolument. le vendeur, Absolument. c'est le chef d'orchestre. Et c'est vous, en fait, quand on arrive dans une pièce, les gens vont savoir si c'est vous qui allez décider ou Mhm. si c'est eux qui vont décider. Tout de Mhm. suite. Tout de suite, il Et, le euh, sent. et, Il le et sent. dans une même, bah, évidemment, ça transpire. Et dans ce que tu dis, moi, alors, en vente directe, donc vous avez la vendeuse qui est devant un groupe de personnes.
Donc, on pense que c'est elle qui est en position de force, elle est absolument en position de faiblesse parce qu'elle a la personne qui reçoit plus toutes ses copines. Donc, elle est en face parfois de personnes pas très sympathiques. Dès l'instant qu'elle se laisse marcher sur les pieds, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'elle ne va rien vendre et non seulement elle va rien vendre, mais elle va revenir dans sa voiture en pleurs en disant: «Oh, c'est trop dur, machin et tout». Et à un moment, il faut pouvoir dire, quand il y a quelqu'un qui commence à démolir la présentation, de dire: «Alors, moi, madame, je ne vous ai pas obligée à venir. Il y a des règles. Donc, vous gênez l'hôtesse, vous me gênez, vous gênez les autres clients. Donc, il y a deux solutions. Ou vous continuez, mais à ce moment-là, je vais vous demander de partir, ou vous laissez tout le monde tranquille et vous respectez votre hôtesse qui vous a invité». Et les vendeuses, elles me disaient tout le temps: «Mais je peux pas dire ça». Je dis: «Mais tu ne peux pas te laisser marcher sur les pieds. C'est cette femme qui est en tort. C'est pas toi. Elle n'est pas obligée de rester, en fait. Donc, elle gêne tout le monde en plus». Et c'est à ce moment-là, quand on dit stop, Mhm. que tout prend une autre Une dimension. autre dimension. C'est Ça prend une l'assertivité, autre hein. dimension. Et une fois que vous avez vécu ça, parce qu'il y a l'intellectualisation, tout le monde sait qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus, hein. Ça, on le sait, intellectuellement, on sait. En revanche, le vivre, c'est pas la même chose. Et donc, pour le vivre, il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter dans son corps, il faut l'expérimenter dans sa voix, il faut l'expérimenter dans ses actions. Voilà. Et une fois que vous l'avez incarné, bah, votre vie change. Vous n'êtes plus Absolument. jamais la même. C'est-à-dire que ça vous fait passer sur une autre rive et une nouvelle vie commence. Et donc, c'est tout à fait des objectifs à court terme que vous pouvez vous fixer en disant: «Bon, bah, la prochaine fois, non, je ne me laisse pas marcher dessus. La prochaine fois, je demande telle chose. La prochaine fois», il faut se fixer des petits objectifs. Il ne faut pas tout faire d'un coup. J'imagine que souvent, dans votre métier, l'un des problèmes, et tu vas me dire si je me trompe, Muriel, mais comme j'ai déjà des amis coachs qui m'ont demandé, c'est combien je vais demander. Donc, elles me disent: «Si tu devais être coachée, est-ce que je demande 150, 200, 300 ?» Je dis: «Bah, déjà, regarde déjà la fourchette, où se situent les gens». Et moi, je dis toujours qu'il faut que le prix soit juste. Trop peu cher envoie un message que ce n'est pas très bon. Il faut vraiment faire attention au prix, il faut qu'il soit juste. Si pour vous ça a de la valeur, alors ça doit aussi être de la valeur monétaire. Vous ne pouvez pas dire que votre prestation a de la valeur si vous la facturez 4 fois moins cher que les autres. Ça ne marche pas. Soit ça a de la valeur, soit ça n'en a pas. Et à partir du moment où on valorise une prestation, parce que vous pourriez tout à fait faire absolument que du bénévolat. Finalement, si vous avez un problème avec l'argent, bah, vous faites coach gratuite, du bénévolat et on n'en parle plus. Mais vous pouvez pas faire le truc à moitié en disant je fais pas du bénévolat, mais je suis un peu gênée avec l'argent. À un moment, faut y aller, quoi. Soit vous êtes sûr de vous et vous avez une offre et ça coûte tant, parce que ça vaut tant, et je vais vous expliquer pourquoi. Soit à ce moment-là, faites du bénévolat. Comme ça, vous n'aurez pas de problème avec l'argent. Moi, c'est ce que je leur disais aux vendeuses. Si vous voulez pas que les gens achètent, bah, allez au Resto du Cœur. Enfin, il y a des tas d'associations qui ont besoin de monde. Moi, ça me pose pas de problème. Mais à partir du moment où tu signes un contrat ou que tu veux développer un business, il faut pas faire semblant. On fait ou on fait pas. Après, on peut quelqu'un comme Muriel peut très certainement vous accompagner pour faire un prix juste. Parce que j'imagine que je sais que tous les coachs sont pas les mêmes mais les bons, coûtent plus cher que les autres. Enfin, je veux dire, c'est alors il y a des chers, qui sont des voyous, mais quand même, ceux qui ont le juste prix, c'est juste, quoi. Et parce que sinon ça vous dévalorise et ça dévalorise la prestation. Enfin, moi, quand j'ai affaire à des coachs, je regarde aussi le prix, hein, parce que ça m'interroge. Absolument. Comment ça se fait que Mhm. ou ça soit beaucoup trop cher ou ça soit pas cher du tout? Oui. C'est trop Et c'est question. comment dire déjà, oui, il est 9h05 déjà, donc Ah petit oui. à petit, on arrive à la fin. Donc,
Si je peux juste Oui, rebondir, oui, parce que oui, là, parler vas-y, de vas-y, prix, vas-y, tu vois, vas-y, après oui, on oui. va conclure, j'aimerais bien, parce que tu m'as ouvert Non, mais je je ne vais suis pas désolée, conclure hein. maintenant, je voulais Céline, tu donner… m'as ouvert la porte. Oui, tu as ouvert la porte, vas-y, vas-y. Après, je voulais avoir des questions-réponses de la part des participants. Mais dis-moi, vas-y, Muriel. Absolument. Absolument. Ben, écoute, vraiment, ce que tu abordes, en vérité, hein, on ne peut pas réduire et parler de la vente en 1 heure ou même en 2 heures. C'est vraiment, c'est un domaine spécifique, OK? Oui, Mais dans ce que tu as abordé plusieurs sujets. Je vais donc déjà prendre le premier truc que tu as abordé, c'est par rapport à cette assertivité. Et c'est pour ça vraiment que j'inscris la vente dans du leadership, dans de la conscience de sa valeur et dans du respect de soi, en fait, OK? Et donc, là, ce n'est pas une histoire de gentille fille, c'est une histoire de leader. Et lorsqu'on est dans ce positionnement, ça veut dire qu'on a conscience de sa valeur. Et quand on inscrit la vente dans le registre de la valeur, le prix n'est pas un problème. Et quand le prix n'est pas un problème pour soi, il n'est pas un problème pour l'autre. Absolument. Parce que le prix, il se justifie. OK? Il se justifie. Et tant que tu justifies un prix, tu es dans des problèmes. Les gens veulent justifier. Tu ne justifies pas quelque chose qui est évident et logique. Tu peux l'expliquer, mais tu n'as pas à justifier ton prix. OK? Donc, il se justifie partout. Enfin, en tout cas, c'est ce que les gens pensent. Oui, mais voilà, quand je prépare mon prix, mais ce n'est pas une question de justification, c'est une question de valeur. Et quand c'est inscrit dans de la valeur, alors on peut expliquer ce qu'il y a derrière, ce que ça correspond, qu'est-ce que je t'apporte derrière. Donc, pour les 1 000 euros, voilà ce que tu auras. Donc, on explique la valeur qu'il y a derrière. Mais on ne justifie jamais quand on s'inscrit dans la valeur. OK? Et donc, quand on parle de prix, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un prix, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au doigt mouillé. On parle de politique de prix. Tes prix doivent te demander une analyse, une réflexion et une stratégie. OK? Et un prix, c'est par rapport à quelque chose. C'est par rapport, bien évidemment, au marché, à plein de choses, mais même par rapport à toi, par rapport à tes différentes offres, il faut qu'il y ait une cohérence dans tes prix. OK? Parce qu'il y a des fois, on ne se rend pas compte. Les gens te disent, mais pourquoi est-ce que ça, c'est tant de prix et machin. Tu dois comprendre que même pour fixer tes prix, tu dois mettre en place une vraie introspection, un vrai travail, pas seulement, je me dirais même un SWOT, c'est pas juste ce que moi je pense, mais par rapport à l'extérieur, et on a parlé tout à l'heure d'éléments différenciants, ton prix aussi doit incarner ton élément différenciant, la différence que tu apportes par rapport à d'autres coachs. Et quand tu as décidé de ton prix, tu l'as décidé de manière éclairée, consciente, méthodique, et tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à bégayer, parce que tu sais pourquoi, tu sais ce qu'il sous-tend. Et quand tu es face à la personne, en fait, en vérité, déjà, quand tu arrives au moment du prix, il faut que tu aies fait ce travail. C'est pour ça que je dis que ça part de moi, c'est d'abord m'aimer, me valoriser. Si ton prix te pose problème, même de la façon la plus infime dans ton inconscient, ça va ressortir. Il faut que tu sois tellement aligné avec ton prix que de la même façon que tu es fier de présenter ton offre, tu es fier de présenter ton prix. Parce Ton qu'on prix, on se rend pas compte, mais quand il y a quelque chose qui nous gêne, même dans notre la façon dont on bien parle, sûr, à un moment, bien vous sûr. allez dire On peut-être, transmet ah, quelque chose. exactement, eh ben, Et puis ah, tu fais une maintenant, petite pause. Et puis ouais, donc, c'est ça. non, non, non. Ton prix, c'est quelque chose que tu vas aussi incarner comme tu as incarné tout le reste, en fait. Ton prix, tu dois l'inclure dans ton incarnation, dans ton leadership, dans ton positionnement, dans ton assurance. Moi, il m'est arrivé des fois qu'on me dise, et je rigole, je dis, oh, je mets tellement de rigolade dedans que la personne est déstabilisée. Je dis, ouh, je ne pensais pas qu'on allait m'insulter comme ça aujourd'hui. Donc là, tu m'as dit que ça, c'est cher, alors que tu as tel problème. On va s'asseoir parce que je pense que… Mais c'est des choses qui arrivent lorsque, en amont, on n'a pas tout anticipé. Ça arrive très rarement que tu puisses avoir l'objection sur le prix. Comme je le disais, les objections se travaillent en amont. Et lorsque tu sais, il y a une chose toute bête en fait, hein. Quand je parle de budget, je parle d'urgence, je parle d'engagement, ce sont des clés importantes. Tu ne parles pas de ton offre ou de ton prix si tu n'as pas quelqu'un dont tu ne connais pas le budget, tu ne connais pas le niveau d'engagement. Les niveaux d'engagement, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action? Le niveau d'urgence, c'est elle veut passer à l'action dans combien de temps? Parce qu'elle peut avoir un couteau planté dans l'œil. Si ça ne la dérange pas, elle va te dire qu'elle veut démarrer dans 6 mois. Donc, ce n'est pas ce qui te pose problème qui doit être déterminant, c'est ce qui pose problème à la personne en face de toi. Quand tu as mis le doigt dessus, on appelle ça en closing sur la douleur cachée. OK? Tu as mis le doigt dessus, mais quand tu parles de ton offre, tu pars de justement ce qui la concerne, sa douleur cachée. Quand tu parles du prix, le prix, c'est pour résoudre cette douleur cachée dont elle a conscience, pour laquelle elle est engagée et déterminée à changer sa situation et à le faire rapidement. Donc, en fait,
Même annoncer son prix, c'est quelque chose non seulement qui se travaille en amont stratégiquement, mais qui s'annonce stratégiquement. Tu n'annonces pas ton prix comme ça. Et tu n'annonces pas ton prix parce que la personne t'a dit, ah mais ça coûte combien? Ça coûte combien? Mais ma chérie, pardon, on est en train de faire connaissance. Donc avant qu'on arrive à cette étape-là, prenons le temps de voir déjà si ça match, si je peux t'aider. OK? Que je comprenne bien qui tu es, quel est ton problème. Tu es au contrôle. Quand tu parles d'assertivité, c'est vraiment ça. Moi, je dis souvent, quand tu fais tes rendez-vous, tu poses le cadre au début. Et tu dis tout simplement, bah, écoute, on va commencer par quoi? On va commencer par des questions. Je vais te poser des questions pour bien comprendre ta situation, pour bien faire connaissance. Est-ce que c'est OK pour toi? La personne dit, oui, non, mais tu sais, moi, je veux… Attends, wait a minute. OK, on ne va pas s'emballer. Je sais que tu as un problème. Si on est là aujourd'hui, c'est que tu as un problème que tu veux régler. Mais justement, pour que je règle ton problème, la première étape, c'est que tu puisses répondre à mes questions, que je comprenne. Parce que bien évidemment, il y a plusieurs solutions possibles. Il faut dire que je comprenne si une de mes solutions te convient. Donc, on prend d'abord le temps de ça, si tu veux bien. Et si tu ne veux pas, ben c'est OK. Pour sortir du Zoom, c'est là, tu cliques et tu te casses. C'est vraiment ça. C'est être dans cette assurance et dans cette confiance parce que c'est toi qui apportes une solution à un problème. On veut nous faire croire que la personne qui vend, c'est le mendiant. C'est ça la mentalité francophone. La Oui, c'est personne vrai qui ça. vend quelque chose, c'est la personne qui apporte une solution à un problème. Je suis désolée. C'est parce que quelqu'un a mal à la tête qu'on vend des aspirines. Et c'est parce que quelqu'un a une douleur spécifique que tu vas devoir identifier qu'aujourd'hui, ta solution existe. Donc, en aucun cas, tu es en train de quémander, de mentir, en position d'infériorité, et tu dois vraiment, en toute bienveillance dans le respect de l'autre, dès le début, lui montrer qui est-ce qui dirige la conversation, qui est-ce qui a posé le cadre et quel est le cadre à respecter. C'est encore une fois ta responsabilité, c'est du leadership, c'est du respect de soi et c'est du respect de l'autre. Parce que, in fine, c'est comme les enfants, on te dit, mais les enfants qui n'ont pas de cadre, ils vont se coucher à n'importe quel moment, ils ont une vie déréglée. Eh bien, dans tous nos rapports, mais c'est pareil qu'on vit aussi quand on est en entreprise, eh bien, quand tu crées ton entreprise, c'est toi qui crées le cadre. Et attention, quand tu n'as pas posé le cadre et que malgré tout, tu arrives à closer, tu as une bombe à retardement. Tu as quelqu'un qui a acheté, mais excuse-moi, elle va te faire payer le prix cher parce qu'il n'y a pas eu de respect. Il n'y a pas eu une reconnaissance de ton autorité. Et là, dans les petites choses du quotidien, tu vas te dire, waouh, mais cette personne, mais ça coûte cher en fait. Des fois, closer peut coûter cher. OK? Donc, c'est vraiment en tout cas le prix, ce n'est jamais un problème. Ça peut être une excuse, mais c'est jamais un problème. Problème. Les gens, quand ils ont besoin et qu'ils sont prêts, le prix n'est jamais un problème. Alors, comment te dire, Muriel, le prix à payer pour ce webinaire, quel sera-t-il? Mais Kadia, tu voulais poser une question?